Toute l'actualité politique et parlementaire, c'est le 19h de Public Sénat. Et à la une ce soir, inquiétude de la communauté internationale après les opérations militaires terrestres d'Israël qui se sont multipliées ce soir. Toute la journée, eh bien, les tirs de roquettes se sont multipliés, atteignant même une zone inhabitée de Jérusalem, une première depuis 20 ans. Fillon-Copé, dernière ligne droite dans la campagne pour la présidence de l'UMP. Deux projets et deux visions sont en compétition. Les militants devront trancher dimanche lors d'un scrutin où tout a été prévu pour empêcher les fraudes. Le Sénat fragilisé après le rejet par les communistes du budget de la sécurité sociale. L'ancien président du Sénat, Gérard Larcher, parle de chaos et redoute une remise en cause de l'institution. Nous y reviendrons à la fin de ce journal. Bonsoir à tous. François Hollande se dit préoccupé par la situation à Gaza. L'intervention militaire d'Israël s'est poursuivie toute la journée contre les groupes armés palestiniens, faisant déjà 26 morts en 3 jours depuis l'assassinat du chef militaire du Hamas. Des tirs de roquettes ont même frappé la ville sainte Jérusalem. Flora Sauvage. Après Tel Aviv ce matin, c'est Jérusalem qui a été visée par un tir de roquette. Pour la première fois depuis la guerre du Golfe en 1991, Tel Aviv a été prise pour cible. L'attaque, qui n'a pas fait de victimes, a été revendiquée par la branche armée du Hamas. Ehud Barak, le ministre israélien de la Défense, a ordonné la mobilisation de nouveaux contingents de réservistes. L'offensive aérienne de Tsahal a déjà fait 26 morts en 3 jours depuis l'assassinat mercredi du chef militaire du Hamas. La résistance palestinienne a réagi à la déclaration de guerre par les Israéliens que constitue l'assassinat du grand leader Ahmad Jabari. Et cette déclaration de guerre coûtera cher aux occupants. Lors d'une visite à Gaza ce matin, le Premier ministre égyptien s'est engagé à œuvrer en faveur d'une trêve pour mettre fin à la flambée de violence. François Hollande s'est dit préoccupé par la situation, alors que l'ONU appelle les deux camps à éviter l'escalade de la violence. La Haute Commission rejoint le secrétaire général et beaucoup d'autres à encourager les deux parties à faire de sérieux efforts pour éviter toute escalade et respecter leurs obligations soumises au droit international humanitaire pour assurer la protection des civils. Ce soir, la tension est à son comble. Le président égyptien Mohamed Morsi a dénoncé l'offensive israélienne contre la bande de Gaza comme une agression flagrante contre l'humanité. Et nous prenons tout de suite la direction de Tel Aviv pour retrouver notre correspondante Caroline Delage. Bonsoir Caroline. Bonsoir Delphine. Alors les tirs de roquettes ont-ils stoppé à l'heure où nous parlons? On a dit que Jérusalem avait été atteint, enfin une zone inhabitée à proximité de Jérusalem. C'est une première depuis 20 ans. Comment réagissent les populations sur place? C'est une première même dans l'histoire du conflit israélo-palestinien. C'est un symbole vraiment très fort que la ville 3 fois sainte, où vivent plus de 250 000 Palestiniens, soit visés par le Hamas. C'est quelque chose d'assez inattendu. On ne doutait pas ici des capacités du mouvement islamiste à avoir des missiles qui puissent atteindre Jérusalem. Mais en tout cas, personne n'avait imaginé que le Hamas viserait un jour cette ville dont les Palestiniens veulent faire leur capitale, en tout cas pour ce qui concerne la partie est de Jérusalem. Et aujourd'hui, c'est une vraie pluie de roquettes qui s'est abattue sur Israël, d'abord dans les villes du sud, près de la bande de Gaza, mais aussi pour la deuxième fois depuis hier sur Tel Aviv, où la sirène a retenti à la mi-journée et où 2 roquettes sont tombées dans la mer à 200 mètres seulement du sol israélien au large de Tel Aviv. Ce soir, la mobilisation est maximale. Le cabinet de sécurité restreint est en train de se réunir à Tel Aviv. Le ministre de la Défense a autorisé le rappel de davantage de réservistes qui portent leur nombre à 30 000 et d'après les médias, le gouvernement envisagerait de mobiliser 75 000 réservistes. Et là, véritablement, ça veut dire que c'est une guerre terrestre qui va commencer sans doute. Et justement, alors quelles conséquences, comment se prépare-t-on à cette intervention militaire terrestre, Caroline ? Côté israélien, la population n'attend qu'une chose, en tout cas, c'est que la sécurité revienne, que ce scénario quotidien de devoir se réfugier dans un abri pour éviter d'être touché par une roquette s'arrête. La population est véritablement exaspérée, surtout dans les villes du sud, près de la bande de Gaza. Dans la bande de Gaza, eh bien, écoutez, la population est terrée chez elle en attente. Tout le monde attend une opération terrestre et cette bande de Gaza qui est pilonnée sans arrêt depuis 3 jours par Israël, des bombardements qui font des destructions considérables et évidemment plus de 20 morts côté palestinien. Eh bien, merci beaucoup Caroline et à très bientôt. On pense très fort à vous ici à Public Sénat.
Qui pour diriger l'UMP pour les 3 prochaines années? Dimanche, on saura qui de Jean-François Copé ou de François Fillon remporte l'adhésion des militants. 2 visions s'affrontent. D'un côté, celle d'une droite décomplexée, incarnée par l'actuel secrétaire général, et de l'autre, celle du rassemblement voulu par l'ancien Premier ministre, portrait croisé avec Jérôme Rabier. 2 hommes, 2 personnalités, 2 lignes politiques, mais un seul siège de président de l'UMP. Depuis près de 5 mois, Jean-François Copé et François Fillon ont d'abord affiché 2 styles différents pour diriger l'opposition. C'est une opposition tonique et constructive qui évitera la déchirure du tissu national. Et c'est l'opposition mièvre et timide qui l'encouragera. Je n'ai aucune leçon de fermeté à recevoir. Je sais ce que c'est que d'affronter l'opinion. Et j'ai reçu plus de coups que ceux qui se présentent en gladiateurs. Le futur président devra ensuite faire vivre le parti et chacun a une conception bien à lui de la future organisation. Tout faire pour que chaque sensibilité gaulliste, centriste, humaniste, libérale, droite populaire, droite forte soit respectée et entendue. Je ne veux pas que l'UMP devienne une machine à fabriquer des chapelles, des divisions et des courants. Je ne veux pas que l'UMP soit à l'image de la 4e République. Quant au cap politique à fixer, les militants devront choisir entre un large rassemblement et une droite décomplexée. Certains pensent que l'on regagnera la France en prenant tous les virages à droite. Moi, j'ai la conviction qu'on la regagnera par la droite, par le centre et même par la gauche. Et moi, je me fiche pas mal de savoir si, vu de Saint-Germain-des-Prés, ces solutions, elles ressemblent à des virages à droite. Parce qu'aller à droite, ça n'est quand même pas un défaut quand on veut diriger l'UMP. À 2 jours du scrutin, François Fillon serait le favori des sondages, mais quel que soit le résultat de dimanche, il faudra pour le vainqueur rassembler une famille déchirée par la campagne interne et vite se projeter vers les municipales de 2014, premier rendez-vous de la reconquête pour l'UMP. C'est donc dimanche de 9h à 18h que les 260 000 adhérents de l'UMP sont appelés à voter. Un scrutin sous tension tant la fraude est redoutée dans certaines fédérations. Mode d'emploi de cette élection inédite pour l'UMP avec Cécile Sixou. Contrairement à 2004, où il avait été autorisé lors de l'élection de Nicolas Sarkozy, cette fois, pas de vote par Internet. Pour choisir leur nouveau président, les électeurs UMP devront passer par l'isoloir. Environ 600 bureaux de vote seront ouverts dimanche, soit plus ou moins un par circonscription. Un président, son suppléant et 2 autres assesseurs veilleront au bon déroulement du scrutin. Mais le jour J, chaque camp peut envoyer des observateurs supplémentaires. Pour voter, il faut être encarté au parti et être à jour de ses cotisations. Potentiellement, entre 260 000 et 280 000 adhérents sont dans ce cas. Un chiffre encore variable car il est possible de payer au moment de voter. Dimanche soir, les résultats seront transmis à la commission d'organisation et de contrôle des élections de l'UMP. Dès la fin du dépouillement, on devrait connaître le nom du gagnant tard dans la nuit. À la veille d'une grande manifestation contre le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, les parlementaires écologistes ont occupé aujourd'hui le terrain médiatique et ils n'ont pas mâché leurs mots pour mettre en cause le Premier ministre, responsable à leurs yeux d'opérations d'expulsion complètement disproportionnées. Bien sûr, certains ne retiendront que ce lapsus faisant dire à Jean-Marc Ayrault lors de son déplacement à Berlin effroyable alors qu'il voulait qualifier le dialogue franco-allemand de fructueux. Un faux pas que la chancelière allemande Angela Merkel semble avoir pardonné à l'ancien professeur d'allemand venu pour rassurer ses partenaires outre-Rhin sur la situation économique de la France, Nathalie Guilloire. Opération séduction visiblement réussie pour Jean-Marc Ayrault. C'est d'un pas assuré que le Premier ministre parcourt le tapis rouge aux côtés de la chancelière Angela Merkel. Face aux critiques et aux inquiétudes des Allemands sur les capacités de la France à se réformer en profondeur, Jean-Marc Ayrault a su rassurer en s'adaptant à la culture allemande. Et il est quand même mieux placé que Hollande lui-même, parce que Hollande n'a pas vraiment d'affinité avec l'Allemagne. Par contre, Ayrault, il est prof d'allemand, il parle allemand. Et surtout, il connaît la culture allemande. Donc, c'était surtout le meilleur ambassadeur qui pouvait venir pour régler un peu les conflits qui est là actuellement. Même la presse est séduite. Frankfurter Allgemeine Zeitung, le titre c'est Ayrault, il essaie de calmer les soucis des Allemands. Après, on a dit
le quotidien Die Welt qui dit la France renforce sa volonté de lancer des réformes. Donc, en gros, c'est beaucoup plus positif. La carte euro a marché, peut-être même trop. Arnaud Montebourg, le ministre du redressement productif, n'hésite pas à distiller quelques conseils à nos voisins d'outre-Rhin. L'Allemagne a une responsabilité, elle a des excédents. Elle doit, elle, augmenter les salaires, améliorer la protection sociale pour prendre le relais de la croissance européenne qui, aujourd'hui, connaît quelques ratés. Pour le Premier ministre, le bilan de cette visite s'avère donc plutôt positif, à quelques jours de la rencontre entre les dirigeants européens pour discuter d'un nouveau dossier polémique, le budget de l'Union européenne. La France bombe à retardement au cœur de l'Europe. C'est la une de The Economist parue hier et qui fait déjà couler beaucoup d'encre. Laurence Parisot, la présidente du MEDEF, a estimé que cette une était largement exagérée. Arnaud Montebourg, ministre du redressement productif, a quant à lui décrit l'hebdomadaire britannique comme le Charlie Hebdo de la City, histoire de minimiser la portée de ce titre évidemment provocateur, mais qui relance tout de même la question en France, eh bien de la perception de la France par nos voisins et partenaires européens. Alors pour en parler, j'accueille sur ce plateau Jean-Louis Gombaud. Bonsoir Jean-Louis, éditorialiste à Public Sénat. Et Thomas Chalumeau, vous êtes responsable des questions économiques à Terra Nova. Je me tourne vers vous Jean-Louis. Alors après le Bild allemand qui se demandait si la France allait devenir bien la prochaine Grèce, pourquoi notre économie inquiète-t-elle autant nos partenaires et voisins européens? Alors quand on lit inquiète autant nos partenaires, The Economist, vous voulez dire. Britanniques et en particulier l'Angleterre et l'Allemagne. Alors, et l'Angleterre et l'Allemagne. Alors, parce que quand on lit le document de 15 pages, c'est des critiques sur le système économique français qui sont assez courantes, répandues à l'intérieur du pays, sur les réformes de structure, les problèmes de compétitivité. Vous lisez le rapport gallois, en gros, vous avez ce qu'il y a à l'intérieur. D'ailleurs, il y a... Alors, ils n'ont pas lu le rapport gallois, visiblement, avant de publier leur dossier, c'est ce que vous dites? Mais ce que je veux dire, c'est ce qui est intéressant dans The Economist, c'est que c'est un journal qui a été créé en 1843 avec une ligne éditoriale qui n'a pas varié depuis, qui est le libre-échange. L'Economist a été créé justement pour faire sauter ce qui existait à l'époque en Angleterre, les Corn Laws, de façon à libéraliser l'importation des blés en Angleterre pour faire baisser les niveaux des salaires, pour faire baisser les prix du blé. Et depuis, ils n'ont pas changé. Et or, évidemment, pour eux, la France apparaît comme le contraire de tout ce qui est leur ligne éditoriale, et il y a dans cette ligne une sorte de French bashing qui est assez répandu dans The Economist, et en même temps ils allient, disons, une permanence idéologique très forte avec une compétence technique. C'est ça aussi qui est très intéressant et qui est un exemple peut-être pour notre presse à nous, une rigueur et une compétence technique qui est absolument réelle. Et ils ont un renom international, et c'est là où ça nous interpelle. C'est-à-dire que c'est un journal qui est vendu à 1 500 000 exemplaires dans le monde, il est même assez largement vendu en France, ils en vendent 40 000, et donc effectivement, dès que le The Economist nous donne un coup de bâton dessus, eh bien, évidemment, ça choque en France et ça a des répercussions politiques. Jean-Marc Ayrault a dénoncé l'outrance, une outrance destinée selon lui à faire vendre du papier. Pourtant, on a quand même de plus en plus de mal à dissimuler cette réalité. C'est que la France inquiète l'Europe, Thomas Chalumeau. Oui, c'est vrai qu'il y a une inquiétude parce qu'il y a urgence en France à agir sur 3 grands problèmes, qui est la grosseur de la dette publique, le décrochage en termes de compétitivité, et puis, je dirais, les problèmes liés au modèle social en France. Et c'est pour ça que je trouve que la critique de l'Economist enfin de The Economist, pardon, est un petit peu excessive. Alors, c'est pas la première fois que ce journal très libéral anglo-saxon critique le modèle français. Mais je trouve que ce qu'il a tendance à négliger, ce sont les quelques grandes réformes qui ont été annoncées par le gouvernement depuis 3 à 4 mois. Je les résume très rapidement. La première chose, c'est une très forte réduction des déficits et de la dette publique d'ici 2017, puisque le gouvernement Ayrault a annoncé 60 milliards d'euros de baisse de dépenses publiques en 5 ans, ce qui est un chiffre extrêmement important et rarement vu dans notre pays, avec une baisse du déficit structurel de 2 points dès les 12 prochains mois. Donc pour ça, c'est sur les déficits. Sur la compétitivité, c'est les annonces, ce sont les annonces qui ont été faites par Jean-Marc Ayrault, avec notamment une baisse du coût du travail de 20 milliards d'euros, qui sera notamment actionnée à hauteur de 10 milliards dès l'année prochaine. Et enfin, sur le pacte sur le modèle social français, c'est la grande conférence économique et sociale, qui est aujourd'hui en cours depuis le mois d'août-septembre, et qui devrait déboucher d'ici la fin de l'année sur des premières propositions, dont on espère beaucoup, pour réformer justement ce modèle social français, aujourd'hui critiqué par The Economist.
Alors on a beaucoup parlé là, de The Economist, mais cette semaine aussi, c'était la presse allemande avec le magazine Bild qui s'en prenait à la France. Le voyage de Jean-Marc Ayrault à Berlin, est-ce que c'est une opération déminage réussie selon vous, Jean-Louis Gourgaud? Si on écoute ce qui se dit du côté des autorités allemandes et de ce qui se dit des autorités françaises, le voyage a été réussi. Mais j'attire l'attention sur le fait qu'en Europe, il y a 17 bombes à retardement. Quand même, faut pas rigoler. Il y a la bombe grecque, il y a la bombe espagnole, il y a la bombe italienne, et quelque part, il y a la bombe allemande. Car si les Allemands sont beaucoup plus exposés que nous sur la dette grecque, italienne, si je cumule l'ensemble. Donc, en réalité, c'est sous-estimer les difficultés de la zone euro que de concentrer le travail sur la bombe française. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de bombe. D'ailleurs, à l'intérieur de l'article, quand on lit, vous l'avez lu, j'espère, et on voit bien qu'on ne voit pas la bombe. On voit pas où est la bombe. On voit que la France a des problèmes structurels qu'elle peut inquiéter, mais moi je pense que la situation de la zone euro dans son ensemble est inquiétante et on ne voit pas véritablement en quoi il y a une bombe française exactement. C'est pas défini. Pourtant, The Economist ne prend pas vraiment de gants en disant les investisseurs ont été indulgents avec la France, mais tôt ou tard cela devrait changer car on ne défie pas longtemps l'économie. Le magazine se veut quand même menaçant. Oui, mais là aussi, il y a une part d'exagération parce qu'en fait, quand on regarde notamment l'évolution des taux d'intérêt et notamment l'écart de taux entre la France et l'Allemagne depuis septembre 2011, qui a été correspondu à la dernière grande crise dans la zone euro, on voit que le spread entre la France et l'Allemagne a baissé de 200 points à 77 points de base aujourd'hui. Donc on voit que finalement, l'écart relatif de la France et l'Allemagne tel qu'il est vu par les investisseurs internationaux, c'est très fortement réduit puisqu'il a été divisé par 3. Alors le économiste dit, oui, mais ça, il ne donne qu'un sursis. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il constate ce que vous dites, mais il dit, oui, mais enfin, c'est un sursis. Qu'est-ce qu'il en sait? Évidemment, c'est la question principale qui divise d'ailleurs les économistes. Alors certains disent c'est un sursis, ça ne peut pas durer. Alors évidemment, ça ne peut pas durer si on ne fait rien, mais comme je l'ai esquissé au départ, à mon avis, il y a déjà des choses sur la table. Et surtout, ça peut durer pas mal de temps, puisque en réalité, la France est aujourd'hui considérée avec l'Allemagne comme le deuxième pays le plus sûr de la zone euro. Et évidemment, pour les investisseurs financiers, il faut toujours mieux acheter des obligations françaises plutôt que des obligations italiennes ou espagnoles. Donc cette espèce de fuite vers la qualité sur les marchés financiers risque de continuer et donc de nous protéger encore un petit peu. Mais ceci dit, là, je rejoins votre point de vue. C'est vrai que ce délai ne sera pas éternel. Et c'est pour ça qu'il faut aujourd'hui adresser pleinement le sujet des réformes structurelles en France. C'est un sujet qui a fait un thème ou un objet qui a fait beaucoup de peur à la gauche ces dernières années. Et on voit, et ça, moi, c'est le signe positif que je vois depuis quelques mois. On voit la gauche aujourd'hui vraiment commencer à travailler sur ces réformes de structure, sur la dette, sur le déficit, sur la compétitivité. Je pense que c'est peut-être de bon augure. Merci à tous les deux. Malheureusement, c'est très court. On aurait pu parler longtemps de ce thème. Merci d'avoir été les invités du 19h. C'est ce qu'on appelle une contre-attaque. Difficile aujourd'hui, en effet, d'échapper dans la presse à cette double page du fabricant de Nutella expliquant que l'huile de palme n'est pas dangereuse pour la santé après le vote par le Sénat d'une taxe sur cette huile, un des principaux composants de la fameuse pâte à tartiner, même si l'amendement tombe de facto après le rejet du budget de la sécurité sociale par les sénateurs. On a appris aujourd'hui que cet amendement serait repris par les députés écologistes à l'Assemblée nationale. Comme chaque semaine d'ailleurs, retour en images sur les temps forts qui ont marqué l'actualité du Sénat avec Nadia Belromari. Retour sur les principaux événements qui ont animé cette semaine l'activité de nos sénateurs. Les sénateurs communistes l'avaient dit, ils l'ont finalement fait. Jeudi, ils ont rejeté le budget 2013 de la sécurité sociale après la tarification énergétique et la programmation des finances. Un texte pas assez à gauche pour les communistes. Nous constatons qu'en l'état actuel, les recettes prévues ne permettent au gouvernement ni de desserrer les taux que génère la crise financière, ni de rehausser le niveau de protection sociale dont ont besoin nos concitoyens. Nous n'avons pas d'autre choix que de rejeter cette troisième partie. Aux grandes dames du gouvernement qui regrettent que la majorité ne soit pas davantage rassemblée. Ce pays a maintenant un cap, il a un capitaine. Tout cela se fonde sur un diagnostic qui est le diagnostic juste. Rejoignez-nous, madame, dans un combat commun qui doit être celui de la gauche. La quatrième partie du texte, consacrée aux dépenses, tombe d'office et ne sera donc pas discutée. Mais le PLFSS 2013 sera certainement adopté, l'Assemblée nationale ayant le dernier mot. Mercredi, le président du Sénat a présenté 2 propositions de loi pour répondre aux attentes des élus exprimées lors des États généraux de la démocratie territoriale. Il y a eu 2 thèmes
sur lesquels ils ont été particulièrement insistants. Il s'agit de la question du statut de l'élu. Et puis cette question qui peut paraître technique à certains sur la simplification des normes. Le statut de l'élu doit sécuriser et faciliter l'exercice des mandats locaux. Être élu local, c'est exercer une fonction. Ça n'est pas un métier. Donc il faut effectivement essayer de prendre les mesures maximales pour faciliter la vie des élus locaux. Quant au texte sur la simplification des normes, il s'inscrit dans la continuité de celui du sénateur UMP Éric Doligé et crée une haute autorité d'évaluation des normes. Deux textes qui font consensus, contrairement à la question du non-cumul. Le PLFSS à peine rejeté, une nouvelle bataille va se jouer dès jeudi au Sénat avec l'examen en séance du projet de loi de finances pour 2013. Son volet recettes, adopté mercredi par la Commission des finances, prévoit 9,1 milliards de hausse d'impôts sur les ménages et près de 11 milliards sur les entreprises. Les sénateurs communistes, cette fois, ne voteront pas contre. Nous, on n'est pas pour le blocage, évidemment, on est pour le dialogue. Une abstention qui devrait conduire au rejet du texte, la gauche n'étant majoritaire que de 6 voix au Sénat. Et sachez que le Sénat a également fait le choix de rouvrir le débat sur les gaz de schiste. Le président de la Commission de l'économie, le socialiste Daniel Raoult, a saisi l'Office parlementaire des choix scientifiques pour que soient examinées les solutions alternatives à la fracturation hydraulique, seule technique d'extraction des gaz de schiste utilisée dans le monde, mais fermement condamnée par François Hollande lors de sa conférence de presse. Le chef de l'État qui a néanmoins indiqué qu'il prendrait ses responsabilités si une autre technique apparaissait. Bonsoir Tam Tranui. Bonsoir Delphine. Alors on l'a vu, le PLFSS a donc été rejeté cette semaine en cause les communistes qui ont voté contre. Concrètement, quel est l'impact de ce vote sur l'avenir de ce texte qui régit le budget de la sécurité sociale en France? Concrètement, la commission mixte paritaire qui va examiner le texte la semaine prochaine, cette commission composée de sénateurs et de députés, va examiner un texte expurgé des apports qu'il y a eu lors de l'examen au Sénat. Fini donc l'amendement Nutella version Sénat, fini la réduction de la hausse de la taxation de la bière ou encore le rétablissement du forfait social pour les employeurs et encore bien d'autres mesures, autant d'avancées du Sénat qui passent à l'as. Et est-ce que ça affaiblit le Sénat, tous ces textes rejetés? C'est la troisième fois que les communistes font échouer un texte important pour le gouvernement. Eh bien, dans les rangs socialistes, des interrogations montent. En tout cas, le rapporteur du texte, par exemple, Yves Daudigny, a déclaré que l'apport du Sénat sur le texte sera nul cette année et que c'est un affaiblissement du travail législatif. Mais il n'y a pas que la gauche. À droite aussi, Gérard Larcher, sénateur UMP et ancien président du Sénat, s'inquiète des périls qu'encourt le Sénat. On l'écoute. Oh là, depuis 3 semaines, dans cette maison, il n'y a plus de majorité. Et qu'il n'y ait plus de majorité au Sénat, ne croyez pas que ça me réjouit. Au fond, parce que je crois que les Français vont se dire mais on peut finalement se passer du Sénat. Alors que je crois que les Français ont vraiment besoin de cette assemblée qui est capable de transcender à certains moments les clivages. Gérard Larcher regrette tout haut ces divisions, mais on se doute que l'opposition se frotte les mains devant ce nouveau pataquès. Dans les rangs de la droite, certains, à l'instar du député UMP Dominique Dor, qui est d'ailleurs le rapporteur du texte à l'Assemblée, se demandent par exemple s'il y a encore un pilote dans l'avion. Pourtant, rassurez-moi, le Sénat peut encore être utile, Tam. Oui, il y a encore en tout cas un président dans la Haute Assemblée, un pilote dans la Haute Assemblée, Jean-Pierre Bel, qui est intervenu cette semaine pour présenter 2 propositions de loi. On les a entendues lors du reportage. Il en a aussi profité pour aborder la question du cumul des mandats, une épineuse question au Sénat, un sujet sur lequel il s'est clairement démarqué de François Rebsamen, le président du groupe socialiste. Cette semaine, François Rebsamen a déclaré que le cumul était un droit constitutionnel. Eh bien, Jean-Pierre Bel le renvoie gentiment dans les cordes en disant que le temps de la limitation est venu. Bref, les socialistes n'ont pas des désaccords seulement avec leurs partenaires de la gauche, ils en ont aussi entre eux. Merci beaucoup Tam Tranui. Et puis pour finir cette information, Ramayad, ancienne secrétaire d'État aux droits de l'homme, fera son retour à lundi au Sénat comme administratrice, fonction qu'elle occupait avant de se lancer en politique. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et très belle soirée sur Public Sénat. Où en
sont les Noirs de France? Quelle place ont-ils dans la République? Comment sont-ils considérés, traités, parfois discriminés? On en parle dans le débat de la semaine sur le Public Sénat avec un magnifique documentaire en 3 parties sur ces Noirs de France. Le débat, présenté par Benoît Duquesne, dimanche à 10 h sur Public Sénat. Comme de nombreux départements, la Charente doit faire face à une désertification médicale de plus en plus importante. Pour essayer d'endiguer le phénomène, Michel Boutan, sénateur et président du Conseil général, a décidé il y a 3 ans de mettre en place des bourses pour que de jeunes médecins viennent s'installer dans des zones en carence médicale. À 32 ans, Élise Dupuis a achevé sa thèse de médecine générale. Dans quelques mois, c'est ici à Dignac, un village situé à 25 km d'Angoulême, qu'elle s'installera comme médecin généraliste. Je me vois très bien en campagne depuis longtemps pour la convivialité. Je trouve que la relation est beaucoup plus proche avec les patients. Il y a plus de confiance, plus de relations qui se créent. On suit les familles entières. Elle est l'un des 7 étudiants en médecine qui ont fait le choix d'accepter une bourse du Conseil général. À partir de sa 6e année d'études, elle a bénéficié de 1 000 € par mois pendant 6 semestres. En contrepartie, elle s'engage à rester pendant 5 ans dans une zone en carence médicale. On ne m'a pas imposé en fait de lieu d'exercice, c'est moi qui l'ai choisi et en fait le Conseil général m'a entourée et vraiment accompagnée. Après le départ de plusieurs médecins dans les alentours, l'arrivée d'Élise est perçue avec soulagement par les patients. On est obligé d'aller beaucoup plus loin, quoi. Bon, il y a des gens qui se déplacent, ça va, mais d'autres, il faut des taxis, il faut tout un tas de... Bonjour Monsieur le Président. Comment allez-vous? Alors maintenant on peut vous dire docteur. Hein. À l'origine de ce dispositif, Michel Boutan, sénateur de la Charente et président du Conseil général. Bien. Et là, les remplacements, donc bien, là, bien je commencé. travaille ici, hein, souvent. Voilà. Après déjà plusieurs fois. Oui. Toutes les semaines, par journée. Bien intégré en plus. Oui, tout à fait. Les gens m'appellent en me disant non, je ne peux pas vous parler à vous, je veux le docteur Dupuis. Pour mieux préparer son arrivée, Élise effectue ici des remplacements depuis plus d'1 an. Car pour le sénateur, l'objectif est clair, installer durablement des médecins dans les territoires. On voyait bien que l'âge moyen des médecins était quand même assez élevé et qu'allait se poser un problème de remplacement, de renouvellement. Dans quelques temps, c'est dans cette maison médicale en construction qu'Élise ouvrira son propre cabinet. Un exercice en groupe décisif dans son choix. Vous avez le cabinet des infirmières. D'accord. Voilà, qui va rester au rez-de-chaussée. Oui. À Dignac, Élise rejoindra ce cabinet de 2 généralistes. Parmi eux, Brigitte Petit, installée en campagne depuis 28 ans. Pour faire venir un autre médecin, elle avait tout essayé. J'ai eu beaucoup de réponses négatives. J'ai mis des annonces dans toutes les facultés de France, dans la presse médicale. Et la plupart des appels, c'était trop de garde, trop de travail, trop loin de la mer, enfin bon. Les bourses ont été lancées en 2009. Élise sera la première à s'installer. Si tout se passe bien, 2 autres boursiers devraient ouvrir leur cabinet d'ici la fin de l'année. C'est clair que les jeunes médecins, ils n'envisagent plus du tout de travailler tout seuls dans un quartier, dans un village. C'est vrai que 2011 a été une année qui a été difficile, hein, parce qu'il y en a, en les 6 derniers mois, quand on s'était rencontrés, il y en avait un paquet qui était parti. En 2011, en Charente, pour 10 départs, seuls 2 médecins se sont installés. Pour convaincre davantage de jeunes de prendre un cabinet, tout se joue pendant la formation. Les étudiants qui font la plupart de leurs études à l'hôpital, s'ils n'ont qu'une vision de la médecine hospitalière, leur modèle de rôle, comme disent les pédagogues québécois, va être le modèle de la médecine hospitalière. Aujourd'hui, dans le département, 1/4 des généralistes ont plus de 60 ans. Pour faire face à la pénurie, comme d'autres politiques, Michel Boutan commence à envisager des mesures plus contraignantes. On pourrait imaginer que dans des zones qui sont très désertifiées,
il y ait un certain nombre d'obligations à s'installer, si ce n'est pas pour toute une carrière, au moins pour 5 ans ou 10 ans. Qu'on interdise là où il y a vraiment trop de médecins peut-être, mais pas qu'on dise il faut aller dans telle ou telle région. Il nous reste déjà plus grand-chose de libéral, il faut bien en garder un petit peu. L'obligation d'installation, les médecins y sont opposés. Pour beaucoup, c'est toute la médecine rurale qu'il faut d'abord repenser.